Yes sir, y'all! Écoutez, ça fait déjà un certain temps, là, on va se le dire, que j'ai pas tourné, dans le fond, des vidéos en différé. Je sais pas c'est quoi le mot, à huis clos, en différé, pas en direct, esti, perdu dans le cosmos du disquiste de whatever shit. Fait que, en fait, ça faisait un bout que j'avais pas rien fait qui était pas en direct parce que vous savez, j'aime ça avoir un public. Ben oui, comme dirait PLL, et bateau, esti, le gars dans une petite attention whore rojdienne. Donc, un petit peu, je suis en zone, comment on va dire, de semi-confort aujourd'hui. Parce qu'il y a personne qui m'écoute, il y a personne qui réagit dans les commentaires, et là, faut pas que je me perde dans mon fil d'idées, ce qui va assurément arriver, surtout que j'en ai parlé, puis que là, en plus, j'en parle en digressant, puis que c'est en digressant en général que je perds mon fucking train of thought. Bon. Donc, c'est quoi cette vidéo-là qui va être disponible pour tous? Donc ça va rester en ligne. Ben, c'est la première masterclass épistémologique. Donc, l'héritière de la capsule du trolling, qui était un titre beaucoup plus modeste, hein, on va se le dire, en termes de volonté d'instruquer les gens sur les grands préceptes d'un mouvement. Là, je réalise que j'ai pas mis mon fond vert. Si tu plates, ben ce sera ça. Il n'y aura pas de fond vert aujourd'hui. Bon, que voulez-vous? Mais oui, j'appelais ça capsule du trolling, donc pour instruquer les gens sur ce que serait ma trollosophie. Vous savez, j'ai inventé ça, moi. Ça pourrait être dans mon CV post-mortem. Lorsque je me présenterai devant Saint-Pierre au paradis, je vais dire comme inventeur de la trollosophie, give me my ticket. Cela étant dit, on passe aujourd'hui à la vitesse supérieure avec les masterclass épistémologiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme masterclass, eh bien, c'est un anglicisme, désolé, au Deathbringer, Jérôme Bouchard, évidemment, qui, en tant que francolâtre bien connu des interweb kebs, s'il écoute cette vidéo-là, il va avoir les cheveux qui lui vont dresser sur la tête. Cela étant dit, masterclass, ça vient d'une émission de télé-réalité populaire aux États-Unis. C'est-tu de la télé-réalité ou c'est un site de streaming? En tout cas, j'ai un ami qui m'a déjà dit que sa blonde lui avait payé un abonnement au masterclass pour des affaires de cuisine. Donc, je pense que c'était Gordon Ramsay qui donne des cours. Et dans le fond, vous payez, c'est un peu comme du vidéo à la demande. Et en tout cas, bref, c'est des gens qualifiés qui vous parlent de leur posture expertocrate. Hein? Ce sont des scientifiques, des spécialistes, des gens qui ont toute l'auctoritas nécessaire pour vous remplir, vous gaver de leurs notions, hein, de leurs concepts. Pourquoi pas, je fais un Samuel Edgar Jacques Giga de moi-même, inventeur du polythéisme infini, hein, qui sera un objet, qui sera le sujet du show le 2 mars. On sait déjà la date, même si c'est pas tout pour tout de suite. J'ai déjà booké Sam pour cette date-là, donc petite primeur pour vous. Donc, les masterclass épistémologiques, on va parler d'épistémologie. On va en parler en 2 volets. Je vais revenir un petit peu là-dessus tantôt. Donc, un volet théorique et un volet application pratique. Parce que, comme disait le Doc Mayou, s'il vous plaît, donnez-nous des exemples concrets. Sans exemples concrets, on n'arrive à rien. Donc, il y aura 2 épisodes, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, la programmation, on va avoir 2 épisodes par semaine. En fait, je vais y revenir tout de suite à mon affaire. Je pensais que j'avais plein d'affaires à dire entre, mais finalement, pas du tout. Donc, ça va être 2 épisodes tournés chaque semaine en différé. Un qui va être sur la théorie pure. Donc, la théorie pure, par exemple, c'est, je vais vous en sortir là, je vais vous parler, par exemple, de l'over-analysis versus la under-analysis, mais je vais trouver des termes français puisqu'on est au Québec site. On va parler évidemment d'un concept très, très, très important qui est ironiquement pléonastique, c'est-à-dire la limite épistémologique, parce que toute épistémologie est limitée intrinsèquement par défaut. Mais ça, c'est un concept que je considère avoir, quote-unquote, inventé. Donc, la limite épistémologique, on va en parler. On va parler de l'impératif hypothétique chez Kant, qui est une notion qui est beaucoup peu connue en comparaison à son impératif catégorique. Donc, vous avez sûrement déjà entendu au moins de nom, pour ceux qui sont allés au CJAP. Hein, au CJAP, comme dit un animateur de Cube Radio dont j'oublie le nom malheureusement. Ça va-tu me revenir? Je suis proche. Non, ça ne me revient pas. En tout cas, donc, il y aura de la théorie pure et, bien entendu, un exemple concret. Donc, un exemple concret, ça va être quoi? C'est que à chaque semaine, je vais prendre quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, okay? Un fait, un événement, une situation, peu importe, une déclaration d'une personnalité publique. Honnêtement, il y a en masse de stock. Je sais que je vais avoir... je ne manquerai pas de stuff pour m'amuser. Et à partir de ça, je vais vous faire une leçon épistémologique. C'est-à-dire qu'on va analyser ensemble
à l'aide de cet exemple-là concret qui va rendre ça plus vivant, qui va rendre ça plus visualisable, plus facilement accessible. Donc, ça va me permettre de redévelopper les concepts qu'on a redéveloppés dans la théorie pure et aussi d'aider les gens à mieux comprendre, donc à faire sens des choses qu'on entend à la radio ou à la TV dans le zeitgeist. Et ça, c'est bien important, c'est que la théorie pure, puisque c'est ce qui est peut-être le moins sexy, ben ça va être gratis. Ça, je vais donner ça à tout le monde. Donc, du moment que ça sera enregistré, ça sera mis en ligne dans la semaine en cours ou la semaine suivante. Donc, vous y aurez accès pour aussi avoir un flot de contenu sur la chaîne Whodunit. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce qui est de l'exemple concret, puisque ça, dans le fond, c'est du matériel quand même, on va dire, intéressant, qualitatif à chaque semaine. Donc, ça sera une primeur pour les abonnés Patreon de second niveau, ou plutôt, en fait, de niveau entre deux niveaux, donc le niveau intermédiaire. Et je les remettrai progressivement en ligne pour tout le monde, mais il y aura une petite primeur Patreon là-dessus. J'en avais parlé là, que je voulais mettre ça en primeur. Mais mon gros problème, c'est que moi, je me disais, si je suis pour donner une primeur aux abonnés, ben il faut que les gens comme aient un incitatif. Tu sais, c'est comme, par exemple, les gens qui vont faire des primeurs comme ça, souvent, c'est qu'ils vont avoir un invité, puis là, les gens voudraient voir la vidéo avec cet invité-là tout de suite, puis là, finalement, ça va prendre un certain temps s'ils ne sont pas abonnés. Puis là, j'étais comme, si c'est de la théorie pure, ben, tu sais, les gens vont juste attendre que le premier mois où il n'y en aura pas va être passé, puis après ça, comme quand je vais recommencer à en mettre une par semaine, ben, ils vont juste comme attendre parce que finalement, comme il n'y a aucun intérêt à vouloir avoir accès en primeur à des trucs qui sont de la théorie pure parce que la théorie pure est intemporelle. Mais par contre, les analyses concrètes de faits d'actualité qui se sont passés dans le mois, dans la semaine, dans l'actualité brûlante, dans le moment. Donc ça, je pense que ça va pouvoir donner un petit incitatif à venir sur le Patreon. Donc ça, c'est pour le concept général des capsules du trolling. Des masterclass épistémologiques. Maintenant, on va changer de fenêtre parce que, donc, oui, donc ce dont je veux vous parler ici, c'est un zine. Donc, pas un magazine, mais un zine. Vous voyez ici en haut, à côté de Accueil, donc le zine auquel j'ai participé. Donc, j'ai écrit un texte pour ce petit magazine-là. Là, ça me fait penser que je me suis répété au moins 20 fois avant le show qu'il fallait que j'amène la version papier pour vous la montrer. Chris, j'ai oublié, est dans ma bibliothèque. Vraiment désolé, ça me tente-tu de me lever, ça me tente-tu de mettre pause, j'ai-tu un écran de pause, j'ai pas pensé à mettre d'écran de pause. En tout cas, imaginez-vous, servez-vous de votre imagination. J'ai le truc en format papier, mais aujourd'hui, de toute façon, les gens consomment tout en e-book. Mais il existe encore des versions, comment ils appellent ça, hard copy, donc pour les fragiles, hein, pour les involués. Donc, il y a encore des versions tangibles que vous pouvez rouler en petit cylindre et vous enfoncer dans le fondement. Cela étant dit, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que les deux éditeurs, qui je pense, on pourrait dire qu'ils sont devenus amis au fil du temps, pour le second opus, m'ont proposé, et ça c'était bien avant que je lance le podcast Whodunit, ils m'ont proposé de lancer de faire un texte avec une contrainte créative, ce qui me va très bien, puisque, comme vous savez, vous le saviez peut-être pas, mais c'est vrai, dans le fond, j'aime travailler avec des contraintes créatives. Donc, ils m'ont dit, tu pourrais écrire un traité d'épistémologie. J'allais dire d'athéologie, ça c'est Georges Bataille, pas la même affaire pantoute, mais excellent texte, une curiosité esthétique, pour ça que ça pourrait intéresser, traité d'athéologie de Georges Bataille, mais non! J'allais dire le Master Troll. Non! L'ex-Master Troll, désormais Mr. Hunk's First Body. Donc, je vais me mettre en peine d'écrire un traité d'épistémologie. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec ce podcast-là, finalement, j'ai une propédeutique extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait juste mettre des transcripts de mon podcast pour faire ma prochaine contribution à Québec Erratique. Donc, le numéro en cours, on peut aller voir. Donc, Vox Clamatis, 100 pages, 10 auteurs. Est-ce que les auteurs sont cités? Non. J'aurais pu vous montrer mon petit nom qui était là-dedans. Vous pouvez soumettre. Donc, si vous avez la fibre écrivassière, si vous avez une plume étrange qui sort un peu de l'ordinaire, eh bien, vous pouvez envoyer vos propositions de collaboration, donc vos textes à nos amis ici. Les contacts est là.
Donc voilà. Voilà pour ce qui était de Québec erratique. Cela étant dit, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, comprenez bien qu'on va parler d'épistémologie en général. Je vais vous bombarder de concepts que vous avez peut-être jamais entendus. Vous avez peut-être déjà vu le mot quelque part à m'emmener en vous perdant dans un rayon de la bibliothèque. Mais inquiétez-vous pas, tout ce dont je vais parler aujourd'hui va avoir une masterclass dédiée dans les temps futurs. Probablement même peut-être plusieurs épisodes. Je pourrais faire des trilogies pour certains concepts, voire même aujourd'hui, on est rendu dans des heptologies puis dans des nanologies, genre Fast and Furious, et je pense qu'ils sont rendus à 12 ou 14 films. Peu importe. Donc, ne vous formalisez pas trop si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui. Je veux vraiment vous donner un overview de ce que j'ai appelé la méthode whodunitesque ou la méthode whodunit, comment on va procéder, donc, et aussi quels sont nos grands référents, nos grandes notions d'épistémologie qui vont être importantes dans le déploiement de notre activité d'Internet sleuth. Et donc, c'est des choses aussi qui m'ont marqué tout au long de ma vie intellectuelle, qui se sont imprimées en moi et qui, aujourd'hui, se synthétisent, hein, s'agrègent, deviennent une méthode unifiée, une méthode générale. Et ça, c'est ce qui est merveilleux en vieillissant, c'est qu'on se rend compte qu'on arrive à rabouter différents pans de notre vie, de différents épisodes, choses qu'on a vécues, que quand on les vivait à l'époque, on avait l'impression que c'était genre comme all there is. Et là, dans le fond, en grandissant, on sort de là, on sort de ces expériences-là, on entre dans des expériences plus vastes qui nous permettent d'envelopper nos premières expériences et de les regarder de façon méta. Et ce que je viens de dire là, c'est d'une certaine manière de l'épistémologie, parce que l'épistémologie, c'est d'être capable de parler du parler et de penser du penser. Donc, c'est le principe même du méta. On va commencer par les 5 domaines de la pensée gréco-latine, ou de la pensée grecque antique, peut-être même encore un peu plus spécifiquement, c'est-à-dire la métaphysique, l'épistémologie, l'éthique, la politique et l'esthétique. Donc ça avait été développé, je crois, par Aristote spécifiquement, et ça a été repris à notre époque par Ayn Rand. Ayn Rand, qui était une grande admiratrice d'Aristote, elle disait dans l'histoire, il y avait eu 2 philosophes, Aristote et elle, 2 philosophes dignes de ce nom. C'est quand même cocasse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épistémologie, dans le fond, se place sous la métaphysique. Et tout ce qui est en dessous de la métaphysique, pour moi, c'est le quantitatif. Okay? Là, je vais vous expliquer ce que je veux dire avec ça. Donc, le métaphysique, c'est le qualitatif. Le qualitatif, ça veut dire la notion, par exemple, hegelienne de saut qualitatif. Donc, quand on entre dans le métaphysique, mais là, on ne va pas trop gloser là-dessus aujourd'hui parce qu'on finira jamais le show, c'est extrêmement vaste. Pour moi, on change complètement de dimension. La métaphysique, c'est une autre dimension. Mais fondamentalement, c'est quoi la métaphysique? La métaphysique, c'est le tout. C'est la totalité ouverte. C'est l'ensemble. Donc, un point de vue métaphysique, c'est un point de vue qui concerne l'ensemble des choses, l'absolu, l'univers, tout, l'existence. Et la métaphysique, souvent, on ne peut l'exprimer qu'au travers de phrases banales comme des tautologies, par exemple, chez Ayn Rand, existence existe. Donc ça, c'est le règne du qualitatif, on va y revenir. Dans le règne du quantitatif, donc je le répète, on a l'épistémologie, l'éthique, la politique et l'esthétique. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, l'épistémologie, c'est le catalyseur. C'est ce qui permet de comprendre, de mettre en branle, d'instruire, d'organiser, d'harmoniser, dans le fond, les 4 domaines, y compris l'épistémologie elle-même, bien sûr, du quantitatif. C'est un petit peu, l'épistémologie est un petit peu comme la somme non égale à ses parties, au sens où elle incorpore les autres disciplines, les autres domaines qui sont sous elle, mais elle les dépasse quelque peu de façon holistique, puisque c'est elle qui arrive vraiment à les articuler, à les mettre en mouvement. Donc, puisque dans le fond, comme je le disais, l'épistémologie prend toujours une espèce de second degré par rapport aux choses, elle tente par tous les moyens de prendre un point de vue extérieur à elle-même. La seule chose qu'elle ne peut pas pénétrer, ou plutôt la seule chose qu'elle ne peut pas métaïser, c'est la métaphysique. Parce que la métaphysique, finalement, ne peut être qu'intuitionnée par l'épistémologie, mais ça, comme je vous l'ai dit, il y aura des masterclass théoriques par rapport à ça spécifiquement, parce que, encore là, vous voyez bien, j'en ai juste esquissé les grandes lignes, puis si j'y vais trop profond là-dedans, comme dans un fion, on finira jamais! Donc, deuxième point que je voulais traiter aujourd'hui, l'épistémologie comme méthode générale.
Et là, la méthode générale, c'est un concept que je reprends à Korzybski. Korzybski, lui, contrairement à Ayn Rand, s'est opposé de façon asymétrique à Aristote. Il a fondé une méthode qu'il a appelée non-aristotélicienne. Parce qu'il disait que, dans le fond, le génie d'Aristote, qui n'est pas à remettre en doute à son époque, donc comme dirait Michel Foucault, dans l'épistémé, donc dans comment dire ça? Épistémé, c'est un beau mot qui se traduit difficilement en périphrase. C'est-à-dire que ce que Aristote a dit à l'époque où il le dit, par rapport aux connaissances qui étaient disponibles à cette époque-là, à l'état d'avancement des sciences, eh bien, c'était un génie. Aujourd'hui, Aristote n'est plus un génie. Aristote est complètement dépassé aujourd'hui. Mais il était un génie à son époque pour ce qu'il a fait. Mais son gros problème, c'est que chez Aristote, il n'y a pas de méthode générale. Ce que dans le domaine, par exemple, des études psychométriques en cognition, on appelle la variable G. G pour général. L'intelligence générale, c'est une intelligence qui est qualitative, qui est probabiliste. Elle est très difficile à calculer, contrairement, par exemple, à l'intelligence, mettons, visuelle ou conceptuelle ou peu importe. Ça, c'est peut-être un petit peu plus facile de mettre un pourcentage là-dessus, mais la variable G, c'est un peu comme une boîte noire, donc c'est difficile à identifier. Mais ce qui est intéressant avec le concept de méthode générale, c'est justement que c'est une méthode qui a pour ambition d'être transcourant. OK? D'être transcourant, c'est-à-dire elle est capable de passer de la philosophie à la littérature, aux mathématiques, etc., etc. Et pour moi, dans le fond, dans l'épistémologie qu'on va pratiquer sur Whodunit, il n'y aura pas de discrimination négative d'aucune proposition, d'aucun argument. En fait, mon ambition, c'est de trouver une manière d'intégrer tous les points de vue, d'intégrer tous les arguments dans nos whodunit, c'est-à-dire nos enquêtes. Whodunit est un mot qui est un mot protéiforme dans ma bouche que finalement j'emploie un peu comme à toutes les sauces, mais dans ce cas-ci, ça voudrait dire comme dans nos investigations, dans nos enquêtes. Donc, dans la méthode générale, nous aurons les faits bruts, les hypothèses, les opinions, les jugements objectifs, la spéculation et bien sûr le grand X, le grand point d'interrogation, l'inconnu. Comme en algèbre, on n'a pas peur de travailler avec des variables inconnues, ça se peut. Ça se peut, par exemple, qu'en se posant une question, on se dise « Hey, là, il me semble, il manque de quoi? Il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait expliquer cette affaire-là, mais on n'a pas encore cet élément-là. » Donc, grand point d'interrogation. Mais le point d'interrogation n'est pas une aberration. Il fait partie intégrante de la séquence de l'enquête whodunitesque et nous pourrons évidemment le représenter lors de nos directs dans les tableaux d'enquête. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand les gens font des enquêtes, ils vont séparer le vrai du faux. Hein? Comme disait Jésus, le bon grain de l'ivraie. Ils vont, par exemple, dire ça, c'est des faits, puis ça, c'est des émotions. Ça, c'est, comment qu'ils disent, les Ben Shapiro de ce monde, dans le fond, c'est eux, facts don't care about your feelings. Donc là, ils vont accuser les gens de s'exprimer à partir de leur sensibilité. Puis ça vaut pas de la merde à leurs yeux. La seule chose qui compte, c'est les faits. Mais l'affaire, c'est que la sensibilité est également un fait. La sensibilité de certains individus est une réalité incompréhensible qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est intéressant, par exemple, de factualiser les émotions. Ben Shapiro, mets ça dans ta pipe puis fume. Et évidemment, donc, les jugements, bon, la spéculation aussi, comme je l'ai dit, la spéculation, ça, c'est ce qui s'adresse à l'avenir, à trait d'union V-E-N-I-R. Et je vais revenir aussi là-dessus. En fait, non, ça, c'est mon prochain point. Donc, on va passer tout ça. Ça va me permettre de faire la liaison. Donc, je vous ai parlé tantôt de ma notion de limite épistémologique. Et pourquoi ai-je immédiatement enchaîné qu'il s'agissait d'un pléonasme? C'est que l'épistémologie est intrinsèquement limitée. Elle ne peut pas s'exprimer sur tout. Seul un énoncé métaphysique a la prétention de parler de l'ensemble. Ce pourquoi, dans le fond, ça vire toujours en tautologie comme le bon vieux existence existe ou mon propre concept tautologique, le vouloir. Et ça, j'y reviendrai aussi dans une autre masterclass épistémologique parce que bon. Donc, la limite épistémologique, pour moi, ça présuppose la possibilité même, la formalisation même d'une enquête. Parce que quand on n'enquête pas sur l'absolu. On enquête sur quelque chose.
Donc, on enquête sur une hypothèse, sur une idée, sur une question, sur une appréhension, peu importe comment vous voulez nommer ça. Donc, c'est pour ça que dans la méthode Whodunit, nous avons d'entrée de jeu cette étape-là où l'on pose l'objet de l'enquête. Comme par exemple, c'est ça, j'enregistre ça samedi le 1er février, donc demain, je sais, là, c'est sûr que si vous écoutez ça, genre dans X temps, ça va vous sembler complètement dépassé, mais demain, dans le fond, pour le show en direct, on va parler de est-ce qu'il y a eu du racisme à l'épisode de la semaine dernière à Big Brother Célébrité au Québec. Donc, et donc là, l'objet de l'enquête, c'est finalement de déterminer si ce qui s'est passé dans l'émission peut être qualifié de raciste. Donc là, ça demande d'avoir des définitions performantes, mais en même temps différenciées de c'est quoi le racisme. Et donc là, à partir de là, on n'est pas en train de se poser genre d'où est-ce que je viens, puis quel est le sens du monde, pourquoi est-ce que je suis là. Ça, c'est des questions si vastes, si générales, que ce sont des pièges métaphysiques. Pourquoi des pièges? Parce que ce ne sont pas formulés comme des tautologies. On cherche des réponses, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des réponses à ces questions-là. Là, excusez-moi, je suis en train de digresser puis de vous induire un peu dans le champ. Là. Mais donc, je pense que, bon, vous avez compris l'idée de limite épistémologique, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'enquêter sur quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est l'objet de notre enquête. Et l'objet de notre enquête est nécessairement fini. Il est nécessairement limité. On ne peut pas toujours enquêter sur tout. Donc, il faut enquêter sur quelque chose. Et donc, petit alinéa par rapport à la limite épistémologique et à l'objet de l'enquête que j'ai découvert ce matin, ou que j'ai décidé d'intégrer ce matin parce que ça me tournait un peu dans la tête depuis un certain temps, c'est que vous savez qu'en termes de méthodologie épistémologique, on a 3 grands axes. Le déductif, l'inductif et l'abductif. L'abductif est moins connu. Vous avez sûrement déjà entendu parler des termes de déduction et d'induction. Donc, la déduction, ça, c'est ce qu'on va retrouver en logique pure. Évidemment, c'est sujet à erreur également parce que la conclusion ne peut être vraie que si les 2 prémices sont vraies. Souvent, les gens, par exemple, vont travailler à partir de prémices qui n'ont pas été complètement validées. Mais la déduction, pour ça, par exemple, c'est plus quelque chose qu'on va retrouver en logique pure. On a l'induction. Donc, l'induction, c'est à partir de plusieurs éléments similaires, on va chercher à induire si un élément pourrait s'inscrire dans cette catégorie-là en raison de la présence de similarité ou de similitude. Et l'abductif, qui est le plus intéressant, puis c'est sûrement celui que vous connaissez le moins, l'abductif, en fait, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent dans le fait de faire des enquêtes. Donc, l'abductif, c'est à partir de certains éléments disparates. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans la méthode Whodunit la collecte des données, donc les faits bruts, peu importe, l'information auquel on a accès, l'open source. On va aller sélectionner là-dedans des faits qu'on juge relevant par rapport à l'objet de notre enquête et aux hypothèses qu'on a formulées qui orientent notre recherche. Et on va essayer justement de constituer de façon méthodologique une rigueur argumentative par rapport à ça. Donc, ça va être important, justement, dans cette optique-là de la limite épistémologique, d'abord de déterminer quel sera l'objet de l'enquête et quelle sera la méthode qu'on va utiliser, déductive, inductive ou abductive, ou en fait, plutôt, laquelle se prête le mieux à ce qu'on veut faire. Parce que, par exemple, si vous êtes en logique pure et que vous voulez, mettons, vous posez la question, les chats ont des moustaches, dans le fond, je possède un chat, donc il devrait avoir des moustaches. Donc ça, vous voyez, ça, c'est un raisonnement qui se prêterait à une formalisation déductive bien plus qu'à une formation abductive. Parce que dans le fond, nos prémices sont très, très claires et on cherche à spécifier quelque chose par rapport à une caractéristique du chat. Mais ça, encore là, ça va demander que je fasse des épisodes spécifiques par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, comme je voulais juste vous parler des grandes notions, puis ça demanderait un petit peu plus d'analyse pour être clair puis être un petit peu moins perdu dans mes affaires. Autre point très important, celui-là, plus esthétique, plus agréable, plus mainstream dans un sens, donc la notion que la carte n'est pas le territoire. Peut-être que certains d'entre vous connaissez le livre de Michel Houellebecq de 2010, pour lequel il a remporté le Goncourt d'ailleurs. J'allais dire son premier Goncourt, mais on ne peut remporter le Goncourt qu'une fois. C'est les règles pour ce prix-là. Donc, il avait appelé ça la carte et le territoire, mais cette notion-là, qu'en réalité, la carte n'est pas le territoire, ça vient d'Alfred Korzybski, qui est un de mes maîtres à penser, donc un de mes mentors, quelqu'un qui m'a énormément influencé
et qui était un épistémologue à sa façon. Donc, je vous recommande son livre Science and Sanity, un livre absolument extraordinaire qui est injustement oublié aujourd'hui. Et il y a plusieurs aphorismes qui ont, survécu, qui ont été extraits du livre et qui existent un petit peu aujourd'hui dans le, dans le Weltgeist ou plutôt dans le pensée populaire. Et il y en a un de ceux-là qui est la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est quoi? La carte, c'est l'épistémologie. La carte, c'est justement ce pas-là de recul que l'on prend par rapport à la réalité pour se poser la question de la réalité. OK? Parce que l'affaire, c'est qu'on fait partie de la réalité. Mais on essaie quand même de s'en extraire d'une certaine façon pour observer cette réalité-là. Mais là, vous comprenez qu'on ne peut pas l'observer complètement parce qu'on fait partie nous-mêmes de la réalité. Et l'affaire, c'est que la carte, qui est toujours finie, limitée, encore là, notion de limite épistémologique, doit toujours être tirée du territoire. Jamais l'inverse. Ce qui amène, bon, je m'étais noté l'incomplétude fondamentale de l'épistémologie, la limite épistémologique, ça revient au même. Une erreur que les gens font systématiquement, c'est qu'ils vont chercher à faire en sorte que la réalité, on pourrait aussi dire les faits, correspondent à leur carte, correspondent à leurs préjugés, à leurs théories, à leurs billets de confirmation. Les gens vont chercher à faire en sorte que le monde réel soit en adéquation avec leurs préjugés dogmatiques. Et ça, c'est pour moi, non, c'est tout court une erreur épistémologique fondamentale qui nous empêche de progresser dans notre on va dire, dans notre devenir intelligible. Et donc c'est toujours l'inverse. Une carte doit être tirée du territoire et une carte est toujours référentielle et elle ne peut jamais être absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais absolument se fier à la carte. Si jamais, un peu comme avec les intelligences artificielles que vous utilisez, ChatGPT et compagnie, il y a toujours une petite notice, une petite ligne qui est marquée, c'est-à-dire ChatGPT peut faire des erreurs. Vous devez toujours contre-vérifier l'information si vous avez des doutes et même si vous n'avez pas de doutes. Donc, l'affaire, c'est que si vous suivez une carte et que vous vous rendez à destination, ben parfait. C'est-à-dire que celui qui a fait la carte, je ne sais pas comment on appelle ça, un cartographiste ou whatever, bien, il a bien fait sa job. Mais ça se peut parfois, par exemple, vous appliquez une théorie que vous croyez être juste pour faire sens d'un phénomène, et finalement, vous réalisez qu'il y a des trous. Vous réalisez que ça ne fonctionne pas. C'est comme essayer de faire un casse-tête, puis là, vous voulez faire rentrer deux pièces l'une dans l'autre, ils se ressemblent, mais c'est pas exactement la bonne pièce, donc ça ne fonctionne pas. Et là, vous tapez dessus pour que ça rentre, vous avez l'air d'un esti de cave. Donc, quand la carte ne livre pas la marchandise, quand la carte ne vous permet pas de vous rendre d'un point A à un point B, là, je parle ici d'une carte de transport, eh bien, vous devez vous référer au territoire, puisque c'est le territoire qui est la réalité et qui donc a l'autorité suprême. Cela étant dit, passons à un autre point qui, dans le fond, se déduit de ce que j'ai dit avant, c'est que dans Whodunit, nous allons accorder notre intérêt principal à la démarche plutôt qu'à la réponse. Et donc, là, je m'étais marqué en parenthèse ironie whodunitesque parce que whodunit, dans le fond, c'est la contraction de who done it, donc qui l'a fait. Donc, techniquement, on devrait dans le fond, comme l'intérêt devrait être porté à la réponse qui? Comme dit Alain Soral et comme disent Alain Soral et sa horde d'antisémites, qui? Évidemment, qui y a-t-il de trop, par exemple, en France, à la télévision et dans les poches du gouvernement? Bon, on ne répondra pas à cette question-là. Moi, dans le fond, je fais référence aux professeurs. Les professeurs que vous aviez à la petite école et au secondaire, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils vous disaient, si par exemple, vous inscriviez la bonne réponse dans un examen de mathématiques, mais que vous n'aviez pas la démarche, vous faisiez juste mettre la bonne réponse. Soit parce que dans le fond, vous l'aviez copié de quelqu'un d'autre ou parce que vous étiez tellement brillant que finalement, comme vous l'avez fait un calcul mental, vous avez arrivé avec la bonne réponse puis vous l'avez juste inscrit en vous disant ça ne sert à rien que je perde du temps à faire la démarche, c'est évident pour moi, blablabla. Vous étiez un petit 100 watts. Mais le prof, à ce moment-là, vous mettez un point sur 4 parce qu'il disait moi, ce que j'ai besoin de voir pour que tu me prouves que tu as bien compris la matière qui t'a été enseignée, c'est qu'il faut que tu appliques la démarche. Tout est dans la démarche. 4 points sur 5.
ou 3 points sur 4, peu importe. Et nous, dans le fond, c'est ce à quoi on va porter une attention particulière, c'est à la démarche. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de constituer un modèle général, donc la fameuse méthode générale, modèle général de Whodunit. On en est à la version 2. Et la version 3 va s'en venir, et évidemment, d'autres versions. On l'améliore en le faisant. Hein? Practice makes perfect. Donc, plus on en fait, plus on découvre des petits trucs qui manquaient, plus qu'on voit certains ajouts méthodologiques qu'on peut faire. Mais ce qui est intéressant, c'est comme disait Feu le Doc Mayou, il citait ça comme si ça venait de lui, mais clairement, ça venait pas de lui. Donc, problème bien campé, à moitié résolu. Et ça, c'est très important. Donc, si on a une bonne démarche, si on applique une méthode rigoureuse d'entrée de jeu, peu importe qui on va call out quand ça va être le temps de faire comme qui, hein, comme au jeu Clou, le jeu de société Clou, à la fin, il faut dire c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon. Donc, à Whodunit, on s'amuse un petit peu à reproduire cette séquence-là de façon ironique, mais c'est-à-dire que la personne qu'on nomme à ce moment-là, le responsable, le brise-fer, comme disait ma grand-mère, ça n'a vraiment pas d'importance par rapport à la méthode qu'on va avoir appliquée. Parce que tout ce qu'on va avoir sorti dans la méthode, pour moi, ça va peser très, très lourd dans la balance. Et d'ailleurs, pour l'instant, pour ceux qui sont sur le Discord, et pour ceux qui ne le sont pas encore, vous avez le lien en description. C'est très, très performant. Donc, on est rendu avec une méthode de notation qui se rapproche un peu de l'éthique de Spinoza ou même de la Bible ou des grands textes religieux. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une notation par HA, c'est-à-dire que, mettons, hypothèse 1, argument 3. Donc, mettons, vous voulez renvoyer quelqu'un rapidement à un point sur lequel vous voulez discuter, vous allez lui dire, va voir l'hypothèse 1, H1, et l'argument 3 de cette hypothèse-là, A3. Et ça, encore là, cette méthode-là de notation, on est encore en train de l'updater en temps réel et de la préciser. Et si vous avez des bonnes idées par rapport à ça, eh bien, rejoignez-nous pour nous les partager. Il nous reste 2 points. Là, dans le fond, j'ai déjà une demi-heure de fête. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en général, ces vidéos-là, je vais essayer de faire 15-20 minutes. C'est ça le but, c'est d'avoir un flow de matériel, c'est de vous aiguillonner sur certaines choses, c'est de vous apporter du food for thought. On ne va pas réinventer la roue. C'est pas des cours d'université non plus. Je ne voudrais pas non plus entrer en compétition avec la Peterson Academy, à moins que la Peterson Academy veuille m'embaucher pour que je donne des cours sur l'épistémologie, ça pourrait être drôle. Donc, je veux me limiter à 15 minutes, mais je savais qu'aujourd'hui, ça prendrait un petit peu plus de temps parce que, dans le fond, il fallait que je vous fasse la petite mise en scène de c'est quoi les masterclass épistémologiques, etc., etc. Mais bref, bon, 2 points qui restent. Donc, ça, c'est une petite réflexion esthétique, humoristique que je fais. Donc, l'épistémologie est à la fois comme la Mary Poppins du savoir. Donc, Mary Poppins, c'est un personnage qui arrive du ciel avec son parapluie, souvent dans des familles dysfonctionnelles, et là, elle les aide un peu comme Marge Simpson. À reprendre du poids de la bête, donc à se remettre en ordre. Donc, c'est une femme toujours enjouée, enthousiaste, pleine d'énergie, et en même temps, je connais pas particulièrement bien le personnage de Mary Poppins. C'est drôle que j'ai pris cette référence-là, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, l'épistémologie, comme Marie Kondo, elle fait du tidying, ou même comme Jordan Peterson, le Lob Father. Que nous dit-il? Clean your room, bucko! Eh bien, l'épistémologie, c'est ça. C'est de nettoyer sa maison, c'est de mettre sa pensée en ordre. Mais je dis sa pensée, c'est une fausse dichotomie, encore une fois. Comme on le dit, l'épistémologie whodunitesque est une méthode générale. Donc, il n'y a pas de distinction de nature entre le penser, l'être, le whatever. Donc, ce n'est pas seulement de mettre en ordre son pensée comme si le pensée était à part du réel. Le pensée, en tant que carte, dérive du territoire, et donc il est constitué de la réalité, constitué de la matière, du réel, du vécu. Et tout ça vient ensemble. Donc, l'épistémologie, en fait, c'est d'ordonner son monde. D'ordonner son monde. Et il ne faut pas oublier aussi, par contre, que, comme le disait Ayn Rand, l'épistémologie est une maîtresse exigeante. Ayn Rand reprenait la formulation d'Aristote qui dit que l'homme est un animal rationnel. Mais elle disait la raison, c'est pas que la raison nous est donnée, mais il faut la faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on dispose de l'outil par défaut. C'est comme si, par exemple, vous achetez, mettons, un bidule,
Puis là, vous ne savez pas comment le faire fonctionner. Vous l'avez. Vous l'avez acheté, il est à vous. Mais vous ne savez pas comment vous en servir efficacement. Donc, au final, il ne vous sert à rien. Donc, l'épistémologie, c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en bride. Hein? C'est quelque chose qu'il faut chevaucher, comme Pépé avec notre cher Wa, hein? Mr. Hunk. Donc c'est une maîtresse très exigeante. Il faut la remettre sur le métier souvent, comme dirait Boileau. Il faut la travailler, il ne faut pas se décourager. Mais selon moi, elle donne des fruits extrêmement juteux et ça vaut la peine d'y investir ses énergies. Cela étant dit, un dernier point qui découle de tout le reste, c'est qu'avec l'épistémologie, on prétend à l'universalité. Un livre qui m'avait beaucoup influencé, c'était le livre UPB, Universally Preferable Behavior de Stephen Molyneux. Donc, il y a un livre qui existe par rapport à ça, mais il y en a, moi, je l'ai surtout écouté en parler dans ses nombreux podcasts sur le sujet. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'épistémologie, pour moi, l'épistémologie a intrinsèquement une prétention à l'universalité. Donc, ce qui ressort de l'épistémologie, ça devrait être des choses sur lesquelles on arriverait tous à s'entendre sans qu'il y ait de polémique, sans qu'il y ait de controverse. Donc, à quelque part, Mathieu Bocoté devrait me licher le cul, hein, le Bocoq. Parce que le Bocoq n'aime pas ça qu'on l'appelle un polémiste. Il n'aime pas ça dire qu'on dise qu'il est un personnage controversé. Donc, si le Bocoq était consistant avec lui-même, il nous rejoindrait dans Whodunit, puisque l'épistémologie a cette prétention-là à être universelle. Et c'est vrai que ça je me l'avais pas noté, mais je vais en parler parce que, en fait, j'étais seté pour en parler demain soir, mais je peux en parler quand même dans ce masterclass-là parce que ça fit. Encore là, on a parlé de Ayn Rand tantôt. C'est sûr que vous ne connaissez pas ça. C'est une des pièces mineures les moins connues de Ayn Rand, une pièce de sa jeunesse. Ça s'appelait La nuit du 16 janvier, Night of the January 16th. Et ce qui est intéressant, donc, il y a un meurtre qui est commis, et là, durant le film, c'est le procès avec des flashbacks de ce qui s'est passé et tout. C'est un crime passionnel. Et là, à la fin, c'est une pièce de théâtre, c'est prévu dans le concept de la pièce que c'est le public qui décide si la criminelle, donc pas l'assassin, mais la meurtrière, entre guillemets, est réellement coupable de son crime. Et là, si les gens, donc l'assistance, les spectateurs qui deviennent à ce moment-là le jury, si vous voulez, s'ils décident qu'elle est coupable, donc là, il y a une fin spécifique pour ça. Et s'ils décident qu'elle n'est pas coupable, là, il y a une autre fin pour ça. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est que nous, chez Whodunit, on s'en fout un peu de la réponse. Ça n'a pas réellement d'importance, sauf peut-être dans si c'est une enquête de nature déductive. Parce que dans une enquête de nature déductive, on est plus dans la logique formelle et techniquement, les probabilités qu'on parvienne à une fin hors de tout doute raisonnable sont très, très hautes si le travail est bien fait. Mais en général, on va être dans l'induction ou dans l'abduction et à ce moment-là, dans une logique probabiliste, dans une logique informelle. Et je pense que là, c'est intéressant justement dans les directs du dimanche soir. Ça va être important que vous soyez là en direct. Justement, vous allez décider à la fin, il y aura des sondages sur YouTube en direct. Vous pourrez décider si finalement la preuve qu'on vous a fournie, la conclusion à laquelle on en arrive, notre désignation, par exemple, d'un coupable ou de peu importe, de ce qui serait la solution au problème, ben, vous pourrez décider si pour vous, c'est justifié, si ça fait du sens. All right. Donc, c'est tout pour cette première prémisse, pas prémisse, mais masterclass épistémologique. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté. En terminant, je rappelle que à partir de la semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir une masterclass qui va être disponible pour tout le monde chaque semaine à partir d'un concept théorique pur. Et il y en aura une autre qui sera réservée au Patreon, mais je vais la teaser dans les directs du dimanche qui sont à 20h. Donc, la grand-messe du Whoduniting, c'est le dimanche soir à 20h que ça se passe. C'est là que je vous invite, chers Internet Sleuths, à me rejoindre en direct pour que finalement, on réalise nos tableaux d'enquête ensemble, qui sont des cartes mentales par rapport au sujet qu'on a remonté durant la semaine sur le Discord. D'ailleurs, inscrivez-vous au Discord parce que c'est là que vous pouvez ouvrir vos propres enquêtes qui pourront faire éventuellement
l'objet d'un show. Et c'est vraiment cool parce que ça donne des live streams qui sont extrêmement interactifs. Parce que dans les commentaires, vous êtes intéressé à faire vos recherches, la tagline du show. Whodunit, faites vos recherches et à me suggérer, par exemple, des choses que j'aurais pu oublier, des liens ou peu importe. Évidemment, comme je vous dis, il y a un gros travail qui est fait en amont pour chaque show sur le Discord, mais on est dans un monde extrêmement complexe. On n'est jamais en situation de pleine information, donc c'est toujours possible que vous ayez sous la main des informations que nous n'avions pas. Et bon, ça va faire que rendre les shows du dimanche encore plus intéressants, encore plus surprenants. Donc, on se revoit dans un prochain dimanche à 20h. Ciao, bye, y'all!